Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dimanche. Bienvenue à cette édition de Scène de presse. Une fois de plus, bonsoir. Sur le plateau avec moi, le professeur Eugène Sobgui, vice-président du Conseil scientifique des urgences de santé publique. Bonsoir, professeur, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Madame Medou, et merci de votre invitation. Et à ma gauche, Rabiatou Foudaotou, qui est grand reporter au poste national de la CRTV. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres en ce jour si particulier pour la communauté musulmane. Un devoir, Lucrèce, bonsoir. Merci, bonsoir. Avec vous, nous faisons le constat avec le président de la République du relâchement des gestes barrières depuis l'assouplissement des mesures de restriction imposées par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus dans notre pays. Le nombre de cas explose et un sursaut s'impose. Le président de la République en a d'ailleurs tracé la voie lors de son discours à la nation le 19 mai dernier, veille de la fête nationale. Le chef de l'État, le chef pédagogue et le père de la nation s'est exprimé. Retour sur les prescriptions du président de la République dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, je vous invite à prendre la pleine mesure du relâchement des gestes barrières au sein de la société camerounaise. C'est dans ce zooming que signe Oswald Medoum. À tout de suite. Voilà des mois maintenant que la pandémie du coronavirus a bouleversé le monde et les habitudes des hommes avec. Et le Cameroun n'a pas été épargné. Il a fallu s'adapter et adopter de nouveaux concepts. Port de masque facial, lavage régulier des mains à l'eau coulante et au savon, distanciation sociale ou plutôt physique, éternuement dans le creux du coude, salutations sans se serrer la main. La liste des obligations imposées par la pandémie était longue comme le bras, réunie sous le vocable de gestes barrières. Il a donc fallu s'y faire. Si certains se sont résignés, beaucoup ont dû y être contraints par obligation institutionnelle. Le port du masque s'est aussitôt généralisé dans les espaces publics sur l'ensemble du territoire national. Seulement, il n'a pas fait long feu. Quelque temps après, les masques sont tombés. Prédicté. L'erreur à ne pas commettre pourtant. Dans les rues, la vie semble suivre son cours normal, faisant fi de la menace qui plane toujours pourtant. De nombreux Camerounais ont vite fait de renouer avec les vieilles habitudes, comme s'ils étaient désormais hors de danger. Le masque a presque disparu dans le transport urbain. Le troisième client sur la banquette arrière des taximens, c'est comme tout ce qu'ils attendaient. Dans les rues, les porteurs de masques se font rares. D'ailleurs, au regard des autres, ce sont presque des extraterrestres. La population de ces rares spécimens tend aussi à se réduire chaque jour qui passe. Pour certains, le masque n'est plus qu'un simple accessoire, décoratif à la limite, qui pend à une oreille, quand il ne couvre pas simplement le menton et rien d'autre. Vous avez dit distanciation sociale? À d'autres, les lieux publics sont toujours autant pris d'assaut par des grappes de Camerounais aux grandes dames des autorités qui auraient dû pouvoir compter sur la responsabilité de tout un chacun. Les bonbons d'eau et autres récipients à robinet destinés au lavage des mains, bien que visibles dans les espaces publics, reçoivent des visiteurs au compte-gouttes. N'allez surtout pas leur parler de lavage des mains toutes les 20 minutes. Beaucoup semblent d'ailleurs avoir mieux à faire. En plus, 20 secondes à se frotter les mains alors que l'on ne se souvient pas les avoir souillées récemment, c'est trop demandé. Il est du lavage des mains, du port du masque, de la distanciation sociale, comme de toutes les autres mesures barrières. Nombreux sont ces Camerounais qui ont du mal à s'en accommoder. Et ce, malgré les spots, les campagnes de sensibilisation tous azimuts, les reportages et autres affiches, dont le but est pourtant d'amener les populations à faire leur ces mesures barrières indispensables dans la lutte contre le coronavirus.
Professeur, quel commentaire vous suggère ces images et ce texte de Oswald Medou? Eh bien, cela permet de rentrer dans cette émission avec la gravité nécessaire dans les circonstances que nous vivons. La progression de l'épidémie au Cameroun est aujourd'hui, on peut le dire, à nul autre pareil à cette date. Nous avons une progression de l'épidémie qui est particulièrement importante et vous avez dû voir circuler des graphes qui situe le Cameroun parmi les pays où la transmission est la plus importante, pour ne pas dire le pays où la croissance de la courbe est en ce moment la plus importante. C'est grave. C'est extrêmement grave parce que nous pourrions passer d'un pays qui a donné l'exemple au moment de la préparation de la riposte pour un pays qui pourrait devenir la risée du monde, la risée de l'Afrique. C'est grave. Alors, professeur, on le constate, l'assouplissement des mesures par le gouvernement a plutôt laissé croire à certains qu'il s'agissait de la fin de l'épidémie ou de la pandémie du coronavirus. Est-ce que les hôpitaux ont véritablement ressenti ce laisser-aller immédiatement après l'assouplissement des mesures? Alors, il y a en général un petit décalage et cela a pris une semaine, pas plus. Aujourd'hui, les hôpitaux vivent une pression extrême en raison de la croissance de nouveaux cas confirmés de Covid-19. Les hôpitaux vivent une pression extrême. Et il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que la pression du nombre de nouveaux cas. C'est la pression des formes graves, des formes sévères. Nous avons une affluence des formes sévères à la fois liées au grand nombre de cas, mais aussi au diagnostic tardif, à la prise en charge tardive, à la réaction tardive, à la sollicitation tardive du système de santé. Automatiquement, on va voir affluer dans les services d'urgence et dans les unités spécialisées de prise en charge un nombre de patients supérieur à certaines heures, certains jours, à la capacité d'accueil immédiate de ces structures-là. Alors, quand vous parlez de prise en charge tardive, qu'est-ce que cela traduit? C'est que les malades arrivent dans des formations sanitaires alors qu'ils sont déjà à un stade avancé de la maladie, c'est bien cela? Exactement. Et je profite pour dire que les hôpitaux, le personnel soignant est formé pour soigner les maladies, mais pas pour soigner la mort. Il faut que la population le comprenne. Et je voudrais dire quelque chose de grave. Passer la journée à absorber tout type de potions, passer la journée à faire le tour de tout type de personnes qui promettent des guérisons et au final se retrouver à 21h, 22h en détresse respiratoire pour venir harceler les hôpitaux, ça s'appelle de la sorcellerie. Il faut que l'on arrête. Il faut que les gens sollicitent les structures de santé dès qu'ils ne se sentent pas bien. Et c'est absolument important de le dire. Si je comprends bien, professeur, les structures de santé adéquates sont encore à mesure de dire on a la situation en main, on peut gérer. Tout à fait. Tout à fait. D'autant plus que le système de santé a de la réserve. Dans l'architecture de la riposte, on a bien vu que cette maladie a commencé par les grandes villes et donc la montée en puissance s'est faite à partir des grandes villes. Mais le système de santé a de la réserve parce qu'on est en pleine décentralisation et il va falloir que le district de santé prenne totalement sa place. Et donc que dans l'architecture de la riposte, on insiste davantage sur le rôle que le district de santé aura à jouer, que l'on capacite le district de santé avec le transfert des moyens nécessaires pour que le district de santé puisse absorber à son niveau, notamment au moins les formes légères à modérées. Donc cela est encore possible. Mais le problème est celui surtout des grandes villes, avec cette incohérence qui consiste justement
à solliciter les structures de santé à l'heure où elles sont en réalité en service minimum. En journée, lorsqu'il y a la pleine capacité des hôpitaux, la sollicitation est faible, les gens sollicitent d'autres recours, et la nuit, il y a une pression incroyable sur les hôpitaux, et l'on se retrouve avec ce message classique sur les réseaux sociaux de « j'ai fait le tour de 5 hôpitaux, j'ai été repoussé, etc. etc. » C'est vrai que le parcours du patient est perfectible et doit être très clairement, doit être lisible, doit être amélioré. C'est vrai qu'il doit être balisé, ça c'est très important à faire, mais cela ne justifie pas un comportement de vagabondage hospitalier une fois la nuit tombée, après avoir vaqué normalement aux occupations dans la journée. Je voudrais dire une autre, ou bien, vous vouliez? Je voudrais juste comprendre, professeur, est-ce que ce n'est pas également le fait de certains de vos confrères derrière des cliniques qui appâtent, on va dire ça comme ça, appâtent les malades? Alors, qui veulent absolument, j'ai envie de dire, leur part du gâteau dans le Covid. Vous touchez un point complexe, mais dont il est nécessaire de parler. Le point complexe du rôle des formations sanitaires privées dans la riposte à une épidémie comme celle-ci, qui aujourd'hui, rappelons-le, est à sa phase communautaire. Dans une phase communautaire, toutes les structures de santé ont un rôle à jouer. C'est clair. Mais le problème que vous soulevez fait appel à une notion qui nous préoccupe particulièrement, celle du mécanisme de transfert d'un patient d'une structure de santé à une autre, la référence et la contre-référence. Cela a des règles. Que l'on se situe dans l'épidémie de Covid-19 ou dans n'importe quelle autre maladie, diabète, hypertension, etc., un patient est référé avec une lettre. Une référence se fait de formation hospitalière à formation hospitalière, de médecin à médecin. Mais ce que l'on observe, c'est des patients qui sont jetés, parfois, excusez-moi le terme, dans la rue et qui doivent se débrouiller pour trouver une place dans une formation sanitaire publique. C'est injuste à l'égard des malades. C'est injuste à l'égard des populations de les laisser à elles-mêmes. Ce n'est pas aux malades de trouver une place dans un hôpital lorsqu'il sort d'une formation sanitaire. C'est à la formation sanitaire d'organiser la référence. Et ça, c'est un problème que l'on observe et qu'il va falloir très clairement également réguler. Et en dehors de ce problème donc de mauvaise référence des patients, vous avez soulevé celui d'appâter éventuellement. Je ne vais pas faire un procès d'intention aux confrères, mais je vais quand même dire une chose qui est que plus clair sera le parcours de soins, moins les patients pourraient être victimes de personnes éventuellement véreuses. Donc, la riposte doit clarifier le parcours de soins. Mais est-ce qu'il faut pour autant, professeur, tout jeter à la poubelle? Est-ce que toutes les structures sanitaires qui ne sont pas celles agréées sont déconseillées? Alors, c'est pour ça que j'ai dit que la réponse était complexe. La réponse est complexe parce que, figurez-vous, aujourd'hui, 293 nouveaux cas. Il y a 2-3 jours, on a parlé de 524 ou 528. 528 cas, c'était le 21 mars dernier. Alors, 528 nouveaux cas. Imaginez 10 bus, gros porteurs, débarqués dans une formation sanitaire en un jour, plein de patients. Quel hôpital peut supporter ça? Donc, d'une part, et on reviendra là-dessus, je l'espère, il faut encore freiner les nouvelles contaminations, mais il va falloir mettre à contribution tout l'ensemble de la pyramide sanitaire pour faire face à l'afflux de nouveaux cas si on n'arrive pas à endiguer l'épidémie. De ce fait, les structures sanitaires privées qui le désirent, qui en manifestent l'intérêt, devraient pouvoir rentrer dans le dispositif de riposte sous réserve que celle-ci se conforme aux mécanismes
qui est celui, j'allais dire, ad hoc pour l'ensemble de la République. Parce que le point est le suivant. Il ne faut surtout pas. Je veux dire, il faut que ce soit l'opportunité pour chacun de contribuer en faisant de la bonne médecine. C'est ce que je dirais. Est-ce que vous travaillez en harmonie, professeur? Est-ce que vous collaborez avec ces structures? La collaboration est, j'allais dire, structure dépendante. Il y a des structures sanitaires privées avec lesquelles la collaboration est absolument fluide parce que les règles de référence et de contre-référence sont respectées. Parce que c'est un médecin qui réfère à un autre médecin un patient, parce que c'est une structure sanitaire qui réfère à une autre structure sanitaire un patient. Mais lorsque l'on jette dans la rue un patient pour qu'il aille se débrouiller à trouver une place, cela n'est pas éthique. Alors, professeur, cela n'est pas juste. Je voudrais qu'on revienne sur les chiffres. Vous disiez tantôt qu'on a par exemple enregistré 528 cas positifs le 21 mars dernier, 21 mai dernier, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres-là? Est-ce que c'est seulement l'indiscipline des Camerounais? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, notamment au niveau des tests? On a par exemple constaté que depuis le relâchement de ces mesures, il y a eu plus de 1600 nouveaux cas seulement en 18 jours. Mais on voudrait quand même savoir s'il n'y a pas autre chose derrière qui pourrait justifier cette explosion de contamination. On récolte ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. L'indiscipline va produire la progression des cas. L'incohérence, l'inconsistance. Il faut bien se dire que lorsqu'il y a eu un relâchement dans les mesures, la population a interprété ça comme une victoire du Cameroun sur la Covid-19, avec ce qui a suivi. Cette compréhension comme une victoire sur la maladie est en train de produire ses effets. C'est pour ça qu'il faut justement un sursaut. Et on ne va pas attendre le sursaut passivement. Il va falloir impulser le sursaut. On va revenir sur le sursaut, professeur. Alors, la question que je vous posais, c'est celle de savoir s'il n'y a pas derrière également un problème lié aux tests, par exemple. Alors, on va parler des tests en disant qu'il faudrait tester plus. Il faudrait tester plus et les médecins demandent plus de tests. Est-ce que justement ce chiffre-là révèle la réalité quand on sait que ce n'est que sur la base des personnes qui ont été testées? Il ne faut pas se leurrer. C'est les chiffres des cas confirmés. C'est bien le terme qui est utilisé. 528 nouvelles confirmations de cas. Ce n'est pas 528 nouveaux cas. On peut faire une hypothèse totalement raisonnable qu'il y a bien sûr plus de nouveaux cas et que c'est ceux qui ont été confirmés. Il y en a assurément plus dans la communauté. Ne nous y trompons pas. Cette histoire est grave. Et la pression revient après sur l'hôpital. Et je vais profiter pour dire que dans une épidémie comme celle-ci, la première écluse était celle d'empêcher l'importation des cas. Cette écluse a été brisée. Il y a eu importation de cas. La deuxième écluse était celle de la quarantaine des cas ou potentiels cas importés. C'est une écluse qui a tenu tant bien que mal, mais qui en a relargué. La troisième écluse après est celle justement de la mise en œuvre de ces mesures barrières qui auraient pu empêcher la transmission à partir de ces cas importés vers le reste de la communauté, c'est-à-dire passer en stade de transmission communautaire. Avec le relâchement sur les mesures barrières, voilà la troisième écluse qui tombe. Et maintenant, on a l'écluse, ou j'appellerais ça la semi-écluse, du test et du suivi des contacts.
Mais vu le nombre et vu la capacité, c'est une écluse qui également est faible, ou du moins n'a pas la force que l'on souhaite. Est-ce qu'il y a un problème avec les tests? Vous allez revenir à la dernière? Oui, je finis juste là-dessus pour revenir au test, parce que c'est la question. La dernière, c'est justement la prise en charge des cas à l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital est en bout de chaîne. L'hôpital est le dernier rempart lorsque le reste n'a pas fonctionné. Il faut qu'on fasse attention de ne pas mettre l'hôpital en premier rempart dans cette épidémie. L'hôpital est là pour ce qui n'a pas fonctionné. Alors, si toutes les caméras, tous les projecteurs sont sur l'hôpital, eh bien, on peut bien voir que l'on risque une catastrophe. Je le dis parce que il est temps pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour chaque acteur social, de faire fonctionner encore la question des mesures barrières. C'est cette écluse-là qui va nous éviter justement de faire rompre la dernière, qui est l'hôpital. Je voudrais vraiment schématiquement le montrer ainsi pour dire que ce serait absolument dramatique de mettre dès à présent une pression extrême sur l'hôpital. Il faut encore agir en amont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, excusez-moi, on reviendra au moment de parler du sursaut, mais ça veut dire que si les gens ne veulent pas être disciplinés, s'il ne faut pas le faire, il faut passer à la répression sévère. Parce que l'alternative de la répression sévère des indisciplinés, mais c'est le confinement de tout le pays. Or, on a bien vu les inconvénients du confinement de tout le pays. Il faut donc passer à la répression des comportements totalement absurdes de l'indiscipline. Donc, pour revenir au test, les médecins souhaiteraient que l'on teste plus. Et il serait avantageux de tester plus pour pouvoir diagnostiquer plus précocement les cas et, bien sûr, les traiter précocement à la phase où il est facile de les traiter. Les traiter précocement parce que lorsque l'on traite des cas, effectivement, on évite qu'ils contaminent les autres. Donc, si vous nous donniez aujourd'hui 100 000 tests, on vous dirait « nous en voulons le double au moins ». Vous nous en donnez 200 000, on va vous dire « nous en voulons le double au moins » pour pouvoir contrôler cette épidémie. Disons-nous bien les choses. Le Cameroun fait beaucoup d'efforts qui sont très appréciables, mais lorsque l'on regarde la carte des pays qui testent, on se dit c'est perfectible, il nous faut des tests. L'alternative à disposer de suffisamment de tests, ce sera aussi de réviser nos façons de faire pour traiter les cas suspects sans même avoir besoin de tests. Ça se fait pour d'autres maladies. Ça pourrait se faire pour Covid. Et c'est quelque chose qui est fortement envisagé. À quel moment faut-il se faire tester, professeur? Il faut se faire tester lorsque, d'une part, votre médecin pense que vous devez vous faire tester. Il faut se faire tester, d'autre part, lorsque vous avez un des symptômes dont vous parlez souvent ici à la télévision, c'est-à-dire les symptômes respiratoires, vous toussez, vous pouvez être enrhumé, vous faites de la fièvre, vous avez quelque chose qui ressemble au palu ou qui ressemble à la grippe, il faut vous faire tester. Vous avez été en contact avec un cas confirmé, il faut vous faire tester. Voilà les situations globalement où il est nécessaire de se faire tester. On va marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Que doit-on faire pour recadrer les citoyens? C'est la question que Michel Renaud Oanja a posée aux journalistes. C'est dans Édito. On se retrouve juste après.
Les pouvoirs publics ont arrêté de communiquer sur les effectifs en termes de personnes contaminées, de personnes guéries, de personnes décédées. Je ne suis pas certain que c'était la bonne mesure. Je pense qu'après la sensibilisation, la deuxième chose qu'il faut faire, il faut certainement passer à la répression. Parce qu'on s'est rendu compte que malgré les mesures édictées, les Camerounais, certains, ne respectent pas ces mesures-là, notamment le port du masque. Il y a une grande négligence, c'est même un relâchement de la part des Camerounais en ce qui concerne le respect des mesures préventives concernant le Covid ou la Covid-19. Parce que autant on s'est satisfait de la prise de conscience au moment où le confinement a été annoncé, autant on peut aujourd'hui se désoler de se laisser aller. On donne immédiatement l'impression qu'on ne prend pas au sérieux la pandémie. Donc cette responsabilité incombe d'abord au pouvoir public. Et du coup, on a vu dans la population, les gens ont relâché, les taxis ont repris leurs effectifs, les bars sont de nouveau pleins, les marchés sont regorgés de monde, les grands magasins regorgent de monde. Les dispositions sont prises à la légère. Il y en a même qui se permettent de dire en public que la maladie, c'est fini. C'est la répression qu'il faut maintenant convoquer, certainement pour forcer des gens maintenant à respecter ces mesures-là. Le port du masque aujourd'hui, vous voyez, des gens ont fait tomber le masque, même ceux qui, au départ de cette affaire, avaient adopté le port du masque. Parce que certainement, avec les dernières mesures gouvernementales, ils pensent que le Covid-19 a disparu. La classe politique de l'opposition n'aide pas beaucoup dans cette situation. Vous avez certains leaders de partis politiques, au moment où l'État fait feu de tout bois pour stopper l'avancée, la progression du virus, certains acteurs politiques brillent par la critique autour des mesures prises par le gouvernement, brillent par la dispersion des Camerounais. Parce qu'au lieu de les sensibiliser quant à l'observance stricte des mesures barrières, on jette à leurs yeux les débats autour de le président est vivant, il n'est pas vivant, pourquoi Paul Biya ne parle pas, pourquoi il est silencieux, voilà, X a voulu distribuer les masques, on est allé le chasser. On est dispersé par ce type de débat au lieu de conjuguer les énergies pour dire aux Camerounais, attention, la pandémie est toujours présente, si vous ne vous protégez pas, eh bien, c'est l'économie, c'est le pays même qui va à volo. Il est toujours temps de rattraper, parce qu'il faut communiquer absolument sur les effectifs. Quand on ne communique pas dessus, on aura toujours le sentiment que tout va bien et que d'ailleurs on peut reprendre une vie normale. Et les autres pays le font. On voit ce qui se passe. C'est quand on communique sur les effectifs qu'on sent la dangerosité du problème. Et là, les gens vont se protéger. Peut-être davantage montrer ceux qui sont victimes de cette maladie. Parce qu'il y en a qui ne croient toujours pas à l'existence du Covid-19. Donc, peut-être qu'il faut renforcer, qu'il y ait beaucoup plus de témoignages des victimes de cette maladie-là. Comme ça, ça pourra amener des gens à prendre conscience de l'existence d'une maladie comme celle-là. Il faut intensifier d'abord la rigueur au niveau du respect de ces mesures. Vous savez que le Premier ministre et même le chef de l'État a dit que c'était obligatoire, le port du masque. Pourquoi dans les rues, les forces de l'ordre ne veillent pas à ce que les gens portent ce masque? Pourquoi dans les transports en commun, les taxis, les cars, on voit toujours des gens qui passent les contrôles de police et de gendarmerie sans les masques? Il faut d'abord une rigueur dans le respect et l'application de ces mesures. Ensuite, renforcer la sensibilisation. Professeur, si vous le voulez bien, reparlons des tests. Là, nous avons deux préoccupations. Celle qui concerne ce que les gens appellent les vrais faux tests. Un coup, vous êtes testé positif, un autre coup, vous êtes testé négatif, parfois dans un espace-temps assez réduit. L'autre question, c'est sur la durée d'attente des résultats entre le moment où vous êtes testé et le moment où les résultats arrivent. Parfois, il s'écoule des jours et le virus a le temps de s'installer. Alors, plusieurs questions en une, effectivement. Donc, déjà concernant les tests, il y a le test dit de PCR, qui est un test de biologie moléculaire. C'est en gros, c'est un test assez complexe, qui est celui que le Cameroun utilise par défaut. Ce test
c'est celui où on vous met un écouvillon au fond des narines et au fond de la gorge pour pouvoir aller chercher les particules du virus. Ce test est, on pourrait dire, pour le moment, une des références, mais on sait également que chaque test, quel qu'il soit, a ce qu'on appelle une sensibilité, c'est-à-dire sa capacité à identifier les gens qui sont malades, et une spécificité, c'est-à-dire sa capacité, lorsqu'il dit que vous n'êtes pas malade, que vous n'ayez effectivement pas la maladie. Eh bien, la sensibilité et la spécificité de ces tests ne sont pas de 100%, comme dans tous les tests en médecine. Et donc, il est possible, effectivement, que l'on ait, dans certains cas, des faux positifs ou des faux négatifs. Mais en médecine, nous ne soignons pas des résultats de tests. Nous soignons des personnes. C'est pour ça que la démarche clinique inclut l'examen du patient. Et donc, il n'y a pas que le test dans la vie. En dehors de ce fameux test de PCR, il y a les tests dits rapides qui sont de deux natures. Ceux que l'on va appeler antigéniques, ceux qui vont effectivement chercher également des particules de virus, de la même façon que le test de PCR, qui ont une meilleure sensibilité et spécificité que les autres appelés tests sérologiques, où on vous prend du sang pour regarder si vous, en gros, vous fabriquez des anticorps contre le coronavirus. Et donc, au-delà de ça, il y a donc la démarche clinique, et puis il y a des images, comme par exemple le scanner des poumons, qui n'est pas du thorax, qui n'est pas ce qui est choisi de première intention, mais qui peut être très utile pour complémenter le diagnostic dans certains cas où il y a effectivement ce genre de difficultés. Donc, la démarche diagnostique en médecine, effectivement, inclut plusieurs aspects et pas seulement le test. La raison pour laquelle, je le disais tout à l'heure, il est préférable que la demande de test se fasse par un médecin, parce que lui, il peut l'interpréter et prendre des décisions en fonction du résultat qu'il a obtenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Covid-19, on ne peut pas être son propre Google Doctor. Quels que soient les protocoles qui circulent sur WhatsApp, quelles que soient les informations massives, vraies, pas vraies, que l'on reçoit sur WhatsApp, on a encore besoin d'un professionnel de santé pour être accompagné dans la démarche diagnostique et dans la démarche de traitement. Mais il nous revient de façon très régulière, professeur, que ce test, il a un coût qui n'est pas forcément à la portée de tous. 15 000 francs, parfois davantage. Qu'est-ce qui se passe? 70 000 par ailleurs. Dans le schéma de la riposte au Cameroun, le test est gratuit. S'il est un endroit où le test est payant, cela veut dire que c'est un endroit qui déroge au mécanisme officiel de la riposte. Cela est clair. Et je vais revenir sur la notion de ce que nous appelons suspect and treat. Dans le schéma de la riposte, aujourd'hui, au niveau du district, il est question de capaciter le district de santé pour que, si la question un jour était un problème de disponibilité des tests, que l'on arrive à suspecter et traiter. Et de toutes les façons, il y a des tests rapides qui sont disponibles maintenant également dans ce cadre-là. Insuffisant, c'est clair. Nous en voulons plus, beaucoup plus, nous en voulons plus, c'est clair. Et donc, cela nous facilitera la relation patient. Cela nous facilitera la démarche diagnostique et la prise en charge des patients. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du retard, des résultats, tout ça. C'est clair que là aussi, on en a souffert. On en souffre maintenant beaucoup moins qu'avant avec le mécanisme des SMS pour annoncer soit le résultat, soit la disponibilité des résultats. Mais c'est perfectible, c'est clair. Alors, je voudrais peut-être, Rabiatou, qu'on parle du sursaut. Que faut-il faire, professeur? Eh bien, il faut se souvenir, et là, je vais citer le professeur, le doyen honoraire, Tétani Ekwe, qui avait signé une tribune dans Cameroun Tribune au mois d'avril, qui a fait référence à la notion d'iceberg. Il faut que l'on sache que les cas confirmés que nous avons, ce n'est que la pointe visible de l'iceberg. En dessous,
qu'est-ce qui est caché, les cas qui dans la communauté ne sont pas diagnostiqués ou qui vont être diagnostiqués tardivement. Certains qui sont asymptomatiques. Certains qui sont asymptomatiques. Et je voudrais profiter pour parler, justement, parlant d'asymptomatiques et de formes légères. Il y a le paradigme classique selon lequel 80% des formes des patients atteints de Covid-19 feraient des formes soit asymptomatiques, soit légères. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce paradigme-là pour apprécier l'épidémie dans notre pays. Pourquoi? Parce que justement, en raison de la capacité de test qui n'est pas celle que l'on souhaite, la priorité est donnée à des gens qui sont symptomatiques, des gens qui sont à haut risque. Implication. Nous avons non pas 80% de formes légères ou de formes asymptomatiques, nous nous attendons à avoir beaucoup plus de formes sévères, beaucoup plus de formes symptomatiques, puisqu'il y a un pré-tri qui est fait en fonction de la présentation clinique. Donc, je voudrais dire à la population de ne surtout pas se leurrer avec la notion de 80% de formes légères. Chez nous, ceux qui sont diagnostiqués sont au moins à moitié des formes qui nécessitent une véritable attention médicale. D'aucuns pensent quand même, mais malgré tout, qu'on en est au stade du sauf qui peut. Est-ce que vous avez cette sensation, professeur? Eh bien, je voudrais dire une chose. Elle est peut-être grave, mais ce n'est pas avec la survenue de Covid-19 qu'on aura changé de système de santé. C'est-à-dire que notre système de santé a ses forces et a ses faiblesses. Avec Covid-19, c'est l'opportunité de renforcer nos points forts et de corriger un certain nombre de points faibles. Mais ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Implication, ce n'est pas toujours facile, mais c'est beaucoup mieux que dans la majorité des maladies prises en charge dans notre pays. Cela veut dire que on n'a pas de raison de ne pas faire confiance au système de soins mis en place. On va parfois avoir à mettre plus d'énergie qu'il en faut. Nous souhaitons pour la population que ce soit plus facile. Nous souhaitons pour nous praticiens que ce soit plus facile. Et je voudrais dire d'un point de vue purement médical, d'un point de vue personnel, je souhaite que ce soit plus facile pour le district de santé. Parce que c'est eux qui sont en face de la population. Et je le disais, nous sommes dans la phase communautaire. C'est le district de santé qui sait gérer, qui sait le mieux gérer la phase communautaire. Ils ont dans leur arsenal tous les outils qu'il faut pour adresser un problème de santé communautaire. Et donc, le plaidoyer que je fais ce soir est un plaidoyer pour une implication plus rapide encore, parce que là, la décentralisation est en cours, mais pour une décentralisation plus rapide encore, pour que le district de santé soit effectivement en pleine capacité de faire ce qu'il sait faire. C'est le district de santé qui a vaincu la poliomyélite. Alors, on parlait justement, on va continuer à parler de ce sursaut, professeur. Vous disiez dans la première partie de cette émission qu'il faut arriver peut-être au niveau de la répression. Oui. Oui et oui. Parce que de continuer avec l'indiscipline, avec l'insouciance, je dirais même avec la méchanceté, d'organiser tout plein de cérémonies, de se retrouver agglutinés les uns sur les autres, sans masque, ne pas se laver les mains, déroger à toutes les règles barrières. Mais j'ai encore envie de dire que c'est de la sorcellerie. C'est un comportement délictueux qui doit être traité comme tel. Et le Cameroun dispose d'outils sur le plan juridique. Ça ne relève pas du code civil, ça relève du code pénal. C'est des comportements délictueux, favoriser la progression d'une épidémie, et cela doit être traité comme tel. Il est temps
il est temps que l'on se rende compte que l'indiscipline d'une personne peut mettre en péril une nation. Surtout que cela coûte très cher au personnel sanitaire, professeur. Et 200 personnels sanitaires environ touchés par la pandémie du Covid-19. Vous nous amenez là sur un terrain encore qui nous met dans un air grave. Ça, c'est pour les cas confirmés. On approche les 200 cas confirmés au sein du personnel de santé. Après, étant à peine dans le 3e mois de l'épidémie. C'est trop. C'est trop. Où se situe la faille, professeur? On n'est jamais assez bien protégé. On est à la dizaine de personnels de santé décédés. Et je voudrais profiter pour rendre hommage à 2 de nos aînés tombés au cours des 2 dernières semaines. 2 aînés dans la profession, excusez-moi, j'ai envie de dire, pour un pays à faible économie comme le Cameroun, ça coûte cher de former un médecin. Ça coûte cher de former un infirmier. Ça coûte cher d'avoir un personnel de l'expérience de ceux qui sont tombés. Et que, du fait de notre négligence, de notre indiscipline, on en arrive à des décès de personnel de santé, cela n'est pas tolérable. Il est temps que l'on fasse quelque chose. Et donc, ce quelque chose-là, c'est soit réguler le flux qui arrive vers les hôpitaux, et ça s'appelle le confinement total. Et puisque ce n'est pas le choix de notre pays pour des raisons de régulation sociale, il reste l'autre option, mais c'est de réprimer l'indiscipline des individus. Et cela est la responsabilité de tous ceux qui ont une quelconque responsabilité dans notre structure sociale. Le maire, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le chef de service, le directeur, le ministre, c'est tous qui doivent rentrer dans le vêtement de ceux qui ont l'intention et qui, effectivement, combattent la progression de cette épidémie pour qu'elle n'aille pas faire sauter la dernière écluse qui est l'hôpital. Parce que si nous perdons ce qui nous reste comme hôpital, qu'est-ce qui nous resterait pour faire face aux autres maladies, aux autres problèmes de santé? Il faut protéger l'hôpital. Il faut protéger l'hôpital en retenant, en bloquant la chaîne de transmission. Vous avez parlé... bref. Je vous demandais s'il y a une faille dans le système de protection du personnel sanitaire. Le personnel sanitaire est demandeur de plus de protection. Et là, je vais rentrer dans une subtilité. Dans ces contaminations dont vous avez parlé, il n'y en a quasiment pas dans les unités de prise en charge Covid. C'est-à-dire que dans les unités de prise en charge Covid, les précautions sont prises. Cela veut dire que le personnel le plus exposé est le personnel en première ligne. C'est les gens aux urgences qui reçoivent de première intention des patients qui n'arrivent pas avec sur leur front l'étiquette Covid-19. Oui. Implication, il faut davantage de protection pour le personnel en première ligne dans les hôpitaux. Il faut que l'on soit davantage regardant là-dessus. Et le personnel soignant a besoin du soutien de la population. Le personnel soignant a bien reçu les encouragements du chef de l'État pour le courage exceptionnel, l'extrême courage, il l'a dit. Le personnel soignant a besoin du soutien de la population et non d'être vilipendé. Lorsqu'on ne trouve pas un lit d'hôpital, un soignant ne fabrique pas des lits d'hôpitaux. Il n'a pas de lit d'hôpitaux dans sa poche qu'il refuse aux citoyens. Il est lui aussi confronté à un afflux massif de patients. Implication, ça ne sert à rien de vilipender le personnel qu'on a en face de soi. Ça ne sert à rien de l'agresser. Ça ne sert à rien de le harceler. Il faut, dans un mécanisme sociétal global, progresser. Les crises, ça détruit
où ça fait progresser. Cette crise doit nous faire progresser, cette crise doit faire progresser le système de santé et c'est l'opportunité de nous rendre compte. Alors, professeur, si vous deviez dire un seul mot aux Camerounais, aux téléspectateurs qui vous écoutent ce soir, vous leur diriez quoi? Je leur dirais ce que mon pasteur a dit aujourd'hui dans sa prédication par Internet, c'est celui du renoncement. Nous sommes dans une épidémie d'une maladie dont le contrôle passe absolument par le renoncement à notre mode de vie vaniteux. On ne peut pas contrôler cette épidémie en continuant d'organiser les manifestations que nous voulons comme nous voulons, en continuant d'avoir une absence de distanciation physique comme cela est observé, en continuant d'utiliser le masque comme mentonnière ou de ne pas l'utiliser du tout, en refusant de se laver les mains, en faisant absolument ce qu'on veut, on ne pourra pas vaincre l'épidémie sans renoncer à notre mode de vie actuel. Il faut faire quelque chose sur nous-mêmes. Et si vous permettez, je voudrais parler à d'autres personnes qui ont des responsabilités. C'est les chefs d'entreprise. Rappelons-nous que de ne pas confiner, c'est aussi pour préserver l'économie, le tissu économique. C'est pour ne pas le détruire. Alors, il faut que les tenants de l'économie se souviennent que nous faisons des sacrifices pour l'économie. Ils doivent faire des sacrifices pour la santé de la population. Cela veut dire quoi? Que dans leur calcul économique, le peu d'économie que nous savons nous permet de savoir qu'ils calculent, ils ont des calculs de coût-bénéfice, coût-efficacité, etc. Dans le coût-bénéfice, un terme que nous n'aimons pas beaucoup, mais qui est important, c'est le capital humain. Quelle est la valeur du capital humain dans leur calcul économique? Il faut qu'ils fassent attention. Parce qu'une entreprise qui perdrait son seul chimiste ou son seul électronicien, etc., de Covid-19, serait-elle contente d'avoir vendu 500 000 unités de je ne sais pas quoi et d'avoir perdu son seul électronicien, par exemple? Il faut donc que les entreprises s'impliquent plus que ce que l'on voit aujourd'hui dans la lutte contre cette maladie. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, concrètement? Voilà, et ça, c'était justement par rapport à la deuxième chose, c'est que c'est ahurissant de voir comment est-ce qu'on peut encore agglutiner dans des bureaux des gens qui pourraient travailler à distance. Aujourd'hui, le Cameroun a des connexions Internet de type 4G. On peut faire la promotion du télétravail. Il faudrait que les regroupements d'entreprises du Cameroun mettent clairement en place des canevas de développement du télétravail, du travail à distance. Il faut arrêter d'agglutiner les gens dans les bureaux. Quand vous allez faire tester une entreprise, 50 personnes dans une entreprise et que vous trouvez 15 personnes qui sont positives et qu'après ça, c'est business as usual. Vous vous demandez, mais est-ce qu'on se rend compte? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils soient tous malades, ensuite qu'ils meurent? Il est grand temps que les entreprises prennent également leurs responsabilités en passant au télétravail, en réduisant la nécessité de présence physique pour les suivis de dossiers et bref, toutes ces choses qui font que l'on se retrouve les uns sur les autres dans des espaces extrêmement réduits. Il y a des petites choses d'assainissement du cadre de travail. Ça aussi, il faut y penser. Et puis, je crois que c'est le moment pour que chaque entreprise se dise que la santé du travailleur est au-dessus de tout. Parce que ne serait-ce que pour ceux qui ont des formes légères qui sont absents du travail 14 jours, comment fait l'entreprise pendant 14 jours? Alors que ça aurait pu être prévenu. C'est l'entreprise, c'est aussi les ministères, les administrations publiques, c'est les domiciles. Toute personne en situation de responsabilité doit aujourd'hui se demander concrètement qu'est-ce que je fais pour freiner cette épidémie. Si vous n'avez pas la réponse à concrètement qu'est-ce que je fais pour le contrôle de cette épidémie, vous êtes un danger pour la société.
Voilà qui est dit et qui est d'ailleurs très bien dit. Nous allons marquer notre arrêt dans cette émission, dans cette édition de Scène de presse pour écouter le président de la République. Les petites phrases du président, c'était le 19 mai dernier, le président qui est apparu comme le chef de l'État, bien entendu, comme le chef pédagogue, mais également comme le père de la nation. Nous écoutons le président de la République en focus dans Scène de presse. Dans ces conditions, il n'était pas possible que les festivités qui marquent notre fête nationale soient maintenues, en raison des rassemblements que cela implique. Ce n'est évidemment pas de gaieté de cœur que j'ai dû prendre cette décision. Mais ma préoccupation principale étant la protection de la santé de mes compatriotes, il n'y avait pas d'hésitation possible. Je veux aussi que vous sachiez que le gouvernement, sous mon impulsion, fait le maximum possible pour nous sortir de cette grave crise sanitaire. Nous n'épargnerons donc aucun effort pour limiter la propagation du virus et réduire le taux de mortalité induit par cette pandémie. Il va de soi que ces assouplissements ne nous dispensent pas d'observer les gestes barrières visant à limiter la propagation de la pandémie, et en particulier le port du masque dans l'espace public, ainsi que l'interdiction des rassemblements. Chacun doit se sentir concerné et apporter sa contribution au combat contre la propagation de ce virus. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La première chose que je voudrais vous dire en ce jour est de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux notamment. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble, comme nous l'avons fait en de nombreuses autres circonstances. J'invite particulièrement tous les responsables politiques, tous les hommes de religion, tous les leaders d'opinion, tous les responsables d'associations, tous les chefs traditionnels et tous les corps constitués à continuer à s'investir pleinement dans ce combat contre le Covid-19. Sans plus attendre, je voudrais m'associer à la douleur des familles qui ont perdu leurs proches des suites de cette terrible maladie. J'adresse mes encouragements aux malades encore hospitalisés dans nos formations sanitaires et leur souhaite un prompt rétablissement. Je tiens également à saluer l'extrême courage du corps médical camerounais et de ceux qui l'assistent. Sur le plateau, avec moi pour cette deuxième partie de votre émission, le docteur Yves Martin Ahanda Siga, qui est ancien député RDPC à l'Assemblée nationale. Bonsoir docteur et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux téléspectateurs. À ma gauche, Albert Njembonde, chef service politique au poste national de la CRTV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce. Alors, docteur Ahanda, la parole du président était attendue, elle était souhaitée, elle était espérée, elle était même exigée par certains. Le président a finalement parlé. Comment est-ce que vous avez accueilli cette sortie du président de la République qui est intervenue le 19 mai, une date inhabituelle pour la prise des différentes prises de parole du chef de l'État?
il est normal que ce soit une prise de parole inhabituelle, tant tout est inhabituel dans ce pays depuis un certain moment, et notamment depuis l'apparition de ce virus, le Covid-19. Donc, le chef de l'État a parlé quand il fallait parler. Je pense que les propos que vient de tenir le professeur Sobgui dans la première partie de votre émission démontrent à souhait, arrivent en résonance au discours du chef de l'État, avec son style, avec sa façon de parler et aussi avec la stature qui est la sienne, à savoir un chef d'État ne peut pas s'adresser comme un médecin ou comme un praticien. Et de la même façon, pour ceux qui exigeaient une prise de parole avant ou qui la souhaitaient ou qui l'espéraient, l'État fonctionne avec des codes. Le pouvoir et la confiance dont est investi le chef de l'État fonctionnent avec un certain nombre de démembrements de la pyramide jusqu'au sommet, c'est-à-dire jusqu'à lui. Et lorsque le chef de l'État nomme des ministres, des collaborateurs, la première chose, c'est de leur faire confiance. Et donc, dans la riposte à cette pandémie, il a naturellement fait confiance à son gouvernement et en particulier à son ministre de la Santé et à ses collaborateurs, à eux de mériter sa confiance. Et on peut le dire jusqu'à présent, si je m'en tiens aux propos du professeur Sobgui qui fait partie de cette chaîne, je crois pouvoir dire que le système de santé, soutenu par le gouvernement et par le chef de l'État, au prorata des moyens qui sont les nôtres, a plutôt bien réagi. Et donc, la prise de parole du patron ne s'imposait pas avant. Elle était souhaitable, il a parlé de façon symbolique, c'était le 19 mai, la veille de la fête nationale, en sachant qu'il n'y aurait pas de festivité. Et donc je pense que pour lui, comme pour tous les Camerounais, il y avait besoin d'avoir cette parole du chef de l'État à ce moment-là. Alors Albert Djemode, cette prise de parole du président vient quand même mettre un terme à toutes sortes de supputations, toutes sortes de rumeurs qu'on a entendues depuis le début de cette crise sanitaire. Et une prise de parole qui, par ma lecture, crédibilise d'abord le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, chef de gouvernement qui, avant, a su prendre la parole quand il fallait pour annoncer les différentes mesures prises par le gouvernement, mais aussi de légitimer, s'il en avait encore besoin, le chef de l'État, parce que cette prise de parole était attendue même par ceux qui n'ont jamais tourné la page de la présidentielle du 7 octobre 2018 et qui demandaient que le père de la nation parle. Quand on demande au père de la nation de parler, c'est une sorte de reconnaissance de qui il est. Donc, pour moi, ça tourne cette page de manière politique, mais aussi, il fallait une autre voie pour recadrer un certain nombre de choses. Surtout après ces mesures d'assouplissement qui étaient mal compris par pas mal de Camerounais qui pensaient que c'était une victoire sur le Covid-19. Victoire contre le Covid-19. Le chef de l'État en a parlé en français facile, qu'il n'y a pas de remède pour cette maladie pour l'instant, qu'il faut continuer à respecter les mesures barrières comme le port des masques, le lavage des mains, ainsi de suite. Et aussi d'appeler l'union sacrée autour de ce combat. Je pense qu'il est important parce que ce n'est pas seulement le Camerounais lambda qui, on a l'impression, a baissé la garde. Il faut continuer surtout le travail immense que les forces de l'ordre faisaient. On a l'impression quand même que ça a baissé, la distanciation sociale, le port de masques. Il faut continuer à... il faut quand même... Lucrèce dit que le Camerounais est essentiellement têtu. Il veut voir la chicotte tout le temps derrière lui. Voilà pourquoi je suis tout à fait OK avec le professeur Sobgui qui parlait de la répression. Moi, j'ai eu à suivre un groupement de la gendarmerie à Douala qui faisait le tour, surtout quand il fallait fermer dès 18h. Et on avait l'impression que ça marchait et depuis cet assouplissement, on a l'impression que tout le monde fait maintenant ce qu'il veut. Donc, la répression, je suis d'accord. Nos confrères de mutation parlent même d'assouplissement. Alors, docteur Ahanda, comment vous êtes apparu le président de la République
vous avez vu le chef de l'État, vous avez vu le pédagogue, vous avez vu le père de la nation? Non, on a d'abord vu le chef de l'État qui était dans son rôle, justement au moment où il a senti, comme tout le monde, qu'il y a eu ce relâchement du fait des assouplissements des directives, mais qu'on peut aussi comprendre par rapport à notre système économique, par rapport à notre mode de vie, par rapport à notre société. Il est évident que le Covid fait des dégâts, mais il ne faut pas que le remède soit plus grave que la maladie. Hein. Et donc on sentait bien que ces mesures, si elles étaient restées en l'état, auraient pu causer plus de dégâts dans la société que le virus en tant que tel. Donc il fallait faire un choix économique, un choix social. Et ce choix a été fait en fonction aussi de ce que nous savons et surtout de ce que nous ne savons pas sur cette maladie. Cette maladie invite à beaucoup d'humilité parce que jusqu'à présent, personne ne peut dire exactement quel est son mode de gravité, quelles sont les personnes qui seront atteintes. Il y a des personnes qui vous contaminent mais qui ne font jamais la maladie. Hein. Parfois qui ne savent même pas qu'elles sont malades. Qui ne savent pas qu'elles sont malades. Et je reviens un peu sur le problème des tests. D'ailleurs, dans son discours, le chef de l'État a cité un seul nom. Il a cité le nom de M. Alibaba. C'est celui qui nous a envoyé les tests. Parce que c'est la chose la plus importante à l'heure actuelle, de pouvoir tester la population, de savoir qui est malade et qui ne l'est pas. Et comme le disait tout à l'heure le professeur Sobgui, les tests ne valident que les personnes symptomatiques pour lesquelles un médecin ou eux-mêmes exigent un test. Pour le reste de la population, on ne sait pas qui est malade et qui n'est pas malade. D'où la grande importance des mesures barrières et de ce point de vue, la répétition à valeur de pédagogie. Le chef de l'État a commencé par les mesures barrières dans son propos. Il en a encore parlé pendant et il a clôturé son propos en insistant sur les mesures barrières, en insistant essentiellement sur ce qu'on connaît et sur ce qui marche. Il n'est pas allé dans la controverse des traitements, il n'est pas allé dans l'imaginaire des différents traitements, voire même dans le fantasme ou l'imaginaire collectif de certains sur les produits utilisés, tout en ayant ouvert la porte à la fin de son propos en disant qu'il faut continuer à rechercher une solution des traitements endogènes. On a des structures qu'il faut renforcer à ce point de vue. On a des centres d'études des plantes médicinales. C'est le moment de conforter, de renforcer ces structures. On a CAM Diagnostic qui existe. C'est le moment de mettre ces structures à jour pour qu'elles puissent éventuellement faire des tests, être en capacité de tester la population. C'est le moment de renforcer la décentralisation, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Sobgui. Parce qu'à un moment donné, quand il parle de phase communautaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maladie est parmi nous. On ne veut plus savoir où vous l'avez eu, quand vous l'avez eu, qui vous l'a donné, on ne peut plus le savoir. On vit avec. Et on risque de vivre avec cette maladie pendant un certain temps. Et le chef de l'État en a bien pris conscience, et très tôt, que ce n'est pas de sitôt qu'on va revenir à une situation statu quo ante. Le port des masques, les mesures de distanciation, le lavage régulier des mains, on est parti pour un bout de temps. Parce que comme l'a dit le professeur Sebgui, il n'y a que ça qui marche pour l'instant, et rien d'autre. Les traitements, ce sont des traitements symptomatiques. Il n'y a pas un traitement contre le Covid-19, ni ici, ni ailleurs pour l'instant. Il n'y a pas de vaccin. Donc l'essentiel, c'est face à quelqu'un qui présente une pathologie, des signes éventuels de maladie, il faut pouvoir le classer dans la catégorie malade ou pas. Pour ceux qui ne sont pas dans cette catégorie et qui sont les plus nombreux et de loin, la seule façon, c'est de respecter les mesures barrières. C'est pour ça qu'il parlait de l'union sacrée. Chaque fois que vous vous lavez les mains, chaque fois que vous portez le masque, vous vous protégez et vous protégez les autres. Et comme l'a dit le professeur Sebgui, vous retardez l'admission d'un patient dans les services hospitaliers. Donc vous désengorgez l'hôpital en amont. C'est très important que les Camerounais comprennent cela. Je ne suis pas un adepte de la répression, je suis un adepte de la conviction. Je pense que les Camerounais sont assez grands. Il est effectif que l'assouplissement de ces mesures a donné dans l'imaginaire collectif le sentiment qu'on avait vaincu cette pandémie. Ce n'est pas le cas. Je pense que tout le monde va en prendre conscience. Et vous savez, on a eu d'autres pathologies. Il n'y a pas longtemps, le VIH était quelque chose d'inimaginable pour les Camerounais. Et puis, il a fallu que chacun ait un cas dans sa famille, proche de lui, pour percevoir, pour sentir, pour comprendre ce que c'est que cette maladie. Et lorsque chacun, et ça va bientôt arriver puisque nous voyons les chiffres monter, lorsque chacun sera confronté dans sa chair
au Covid, je peux vous garantir que ces mesures barrières, ces mesures de distanciation, chacun va en prendre conscience. Les Camerounais ne sont pas fous, les Camerounais ne sont pas bêtes. Ils vont prendre conscience de la gravité de cette pathologie lorsqu'on fait la maladie et de la nécessité de respecter les mesures barrières sur lesquelles le chef de l'État a énormément insisté lors de son propos. Honorable, le président a parlé de la nécessité de rester créatif en parlant de son gouvernement. On trouve que tous les gouvernements dans le monde ont cette complexité des choix. Il faut faire des choix sur une pandémie qu'on ne maîtrise pas forcément. Pour certains, il faut trouver surtout ce juste équilibre entre garder l'économie et ces mesures qui forcément sont contraires à guider l'économie et faire rester l'économie vibrante. Non, c'est tout à fait exact. En fait, quand le chef de l'État demande d'être inventif, il demande de s'adapter à sa population. Le Cameroun ne fonctionne pas comme la Belgique, le Cameroun ne fonctionne pas comme la France, le Cameroun ne fonctionne pas comme les États-Unis. Le challenge qu'ont aujourd'hui nos dirigeants, nos responsables, c'est face à cette pandémie, au prorata des moyens qui sont les nôtres, d'inventer, de trouver, de créer des solutions qui puissent permettre effectivement, tous collectivement, de vaincre cette maladie. C'est une obligation. C'est une obligation, il va falloir s'adapter. Mais on peut dire que jusqu'à présent, pour utiliser une expression populaire, le ministre de la Santé et le gouvernement ont acheté cette maladie. C'est-à-dire ils en ont vraiment pris conscience avec les moyens qui sont les leurs. On n'a jamais senti ni une faiblesse, contrairement à d'autres pays, ni, un flottement, ni de la cacophonie. Il y a eu quelques petites choses concernant la rentrée, etc., mais cela a été vite réglé. Pour l'instant, le gouvernement fonctionne en bloc, en adéquation avec les responsables, et notamment le ministre de la Santé, sous la supervision du chef de l'État. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut trouver les moyens. Et lorsque le professeur Sobgui disait précédemment qu'il faut demander à ceux qui participent à l'économie, ceux pour lesquels on a assoupli les mesures, ils doivent aussi contribuer à lutter face à cette pandémie. Chacun doit mettre la main à la pâte. On n'y arrivera pas individuellement, chacun dans son coin. Et c'est bien le message du chef de l'État. Alors, le président a parlé d'union sacrée, vous en avez également fait état il y a quelques instants. Alors, comment cette union sacrée peut-elle être mise en place? Est-ce que vous en avez déjà vu quelques prémices? Le président a parlé de tous ceux qui, jusque-là, ont essayé de mettre la main à la pâte. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus contre cette maladie? On doit faire plus. D'ailleurs, il a grandement remercié tous ceux qui ont mis cette pandémie en priorité par rapport aux autres considérations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques. Il les a grandement remerciés pour cela. C'est ça qu'on appelle la solidarité nationale. Et c'est le rôle du père de la nation. Rappeler ce que c'est qu'une nation. Une nation, c'est pas la langue, c'est pas le territoire, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est pas la religion. Une nation, c'est une âme, disait Ernest Renan. C'est un principe spirituel, avec une part dans le passé, une part dans le présent, en se projetant dans l'avenir. C'est-à-dire être conscient que tous ensemble, on a déjà vaincu des situations, on a déjà fait de grandes choses, et aspirer pour le futur à en faire d'autres. Et là, nous avons l'obligation de transformer cette crise en une formidable opportunité pour grandir, pour s'améliorer, pour notre système de santé. Il va falloir modifier notre système de santé. Il va falloir que cette fois-ci, le système de santé devienne la priorité. Qu'on dise il y a eu un système de santé avant le Covid, un système de santé après le Covid. C'est le moment de mettre en place cette couverture santé universelle. Elle est indispensable pour valoriser le district. La maladie est communautaire, ça veut dire qu'à Mulundu, à Zidim, à Bomban, on doit être pris en charge de la même manière. Donc, il faut décentraliser. On a commencé le processus de décentralisation. Il faut le poursuivre, il faut l'accélérer sur le plan du système de santé. Le moment est donné. La priorité est là. Tout le monde va comprendre. Il y a 6 mois et 1 an, quand on parlait de couverture santé universelle, certains vous répondaient « Oui, mais il y a des priorités, on ne peut pas prendre ici, il faut trouver des niches. » Non. Aujourd'hui, on a une protéine virale, un virus qui nous dit « Si vous voulez survivre dans le monde de demain, vous devez avoir un système de santé efficace qui puisse prendre en charge chaque Camerounais. » C'était déjà un objectif du chef de l'État lorsqu'il est arrivé. C'est le moment de le mettre en place. Alors, un autre aspect qui a été abordé par le président de la République, c'est de mettre en garde, par exemple, les populations sur ces tentatives de récupération
politique du Covid-19? Vous savez, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les réseaux sociaux? C'est à la mode au Cameroun aujourd'hui, toujours chercher les distractions inutiles. Heureusement, nous sommes dans un monde purement scientifique. C'est-à-dire, c'est une pandémie. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose, on dit qu'on n'aime pas cet homme politique parce que peut-être il n'est pas de mon village, peut-être il ne partage pas mes idéaux. On est confronté à une pandémie qui doit être une interpellation pour tous les Camerounais, de faire respecter les mesures barrières, de donner un peu de l'air, faire quelques sacrifices, parce que on vient quand même des villages où il y a des Camerounais qui ne peuvent pas se payer des masques, ne peuvent pas se payer des désinfectants. Il faut qu'on met les mains à la pâte. Donc, forcément, il faut l'union sacrée. Il faut l'union sacrée. Le temps de la politique, il y en aura. On a eu le temps de la politique. On aura encore le temps de la politique. Maintenant, c'est une crise sanitaire qui n'a rien à faire avec les considérations politiques ou les considérations tribales. Donc, puisque cette maladie ne connaît pas qui est Boulou, qui est Wondo, qui est anglophone ou qui est francophone. Donc, maintenant, je pense que cette pandémie, on peut dire en quelque chose malheur bon, parce que de plus en plus, les Camerounais se sentent plus unis. J'imagine que de temps en temps, vous recevez des coups de fil de vos proches, de vos amis, qui veulent savoir comment vous allez parce qu'il y a le Covid-19. Donc, c'est dans cet élan qu'il faut continuer ce combat. Il faut donner tout ce qu'on a pour que on puisse stabiliser la situation, parce que jusqu'à ce moment, ça reste quand même préoccupant et ça appelle à tous les Camerounais de faire quelque chose pour qu'on puisse ne serait-ce que stabiliser la situation. C'est possible puisque il y a des choses qui sont évitables. La distanciation sociale, on ne demande pas le PhD. Donc, les Camerounais peuvent encore faire quelque chose. On peut faire des sacrifices. Pour ceux qui aiment trop le nightclub, oui, on peut quand même faire des sacrifices à ce niveau, les bars, ainsi de suite. Il faut aussi, le professeur Sogui a parlé des hommes d'affaires, qu'on n'a pas l'impression qu'on vit sur le diktat du monde économique. Parce que c'est important, oui, il faut créer la richesse, mais il faut toujours... Tous les pays dans le monde cherchent ce juste équilibre entre garder l'économie, mais préserver le capital humain. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse pour retrouver Franck Kevina pour la revue de presse. L'unité célébrée sans festivité. Le 20 mai cette année était particulier. Cameroun Tribune indique que malgré la pandémie de l'heure, les Camerounais ont une fois de plus marqué un temps d'arrêt pour réfléchir sur ce qui les rassemble, notamment les forces du maintien de l'ordre et de sécurité, toujours présentes. Maillon essentiel de l'équilibre du pays, fierté nationale, les compatriotes rencontrés par le quotidien bilingue national tirent un coup de chapeau à cette armée républicaine. Une armée dont on n'a malheureusement pas apprécié le passage martial cette fois au boulevard du 20 mai. Pas de défilé civilo-militaire. Était-ce donc une vaine célébration? S'interroge Mutation. Parole à des hommes politiques et à un politologue pour analyser les contours de ce 20 mai à minima. Spécificité de cette année, le chef de l'État a parlé, un discours diversement apprécié par les populations d'après le jour, speech présidentiel à la hauteur des attentes pour certains, attentes déçues pour d'autres. Cameroun Tribune lui retient que Paul Biya a prôné l'union sacrée contre le coronavirus, un message barrière donc, comme une instrumentalisation du Covid-19 d'après Mutation. Le journal de la rue de l'Aéroport souligne que le chef de l'État demande au gouvernement de poursuivre la lutte contre l'exploitation de la pandémie à des fins politiques, économiques ou sociales. Alors que Mutation tente ainsi de livrer les clés de compréhension de l'adresse présidentielle, le jour se projette dans le futur
et voit déjà l'après-Covid-19. Comment rebondir lors de la phase post-pandémie? Le quotidien bleu analyse les capacités réelles de l'État à cerner les véritables contours de cette crise qui continue de faire des ravages. Des ravages qui s'évaluent notamment en pertes humaines, comme le décès de Franklin Dufort, candidat à la dernière présidentielle, mais aussi en dégâts économiques, comme dans le secteur de l'imprimerie, qui a perdu aujourd'hui 80% de son chiffre d'affaires, indique le journal d'Aman Mana. Et c'est dans ce contexte de crise sanitaire que l'école devra reprendre dès le 1er juin prochain. Cameroun Tribune précise que seules les classes d'examen sont concernées par cette rentrée. Les bulletins des autres élèves seront remis selon des modalités fixées ultérieurement. La revue de presse était sur la scène. Retour sur le plateau de scène de presse. Docteur, dites-nous, au moment où on va mettre un terme à cette édition, comment traduire dans les faits la voie tracée par le président de la République? Chacun à son niveau. Mais justement, c'est simple, mais c'est parfois quand c'est simple que c'est compliqué. C'est extrêmement simple. Le président a ouvert son propos en disant il ne faut pas céder à la panique. Il ne faut pas céder à la panique, car si la colère est mauvaise conseillère, la panique est paralysante. Or, dans ce contexte, on a besoin d'agir, on a besoin de passer à l'action. On ne peut pas se cacher à l'intérieur des maisons, on ne peut pas se réfugier sous les lits, on ne peut pas dire qu'on ne va plus sortir. Ce n'est pas comme ça qu'on va vaincre cette maladie. Si le personnel médical, et Dieu seul sait, s'ils sont au front jour et nuit, avaient peur, comment on ferait dans les hôpitaux? Comment on ferait pour soigner les gens? Alors effectivement, certains d'entre nous continueront à tomber, mais c'est aussi le prix à payer. C'est le choix que nous avons fait. Mais il faut que tout le monde soit conscient que le choix que fait le personnel médical, les médecins, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, doit être accompagné par chaque acte que pose chaque citoyen au sein de la société. Et il faut pas avoir, il n'est pas nécessaire de mettre un policier derrière chaque Camerounais ou d'avoir un bâton au-dessus de la tête de chaque Camerounais. Nous sommes dans une situation, peut-être que l'assouplissement des mesures a fait que certains n'ont pas pris conscience de la gravité de cette maladie. Aujourd'hui, la résurgence des chiffres au prorata des tests que nous avons montre qu'effectivement, c'est un sujet massif, important. Et donc, l'effort ne pourrait être que collectif au prorata de l'action individuelle de chacun. Et c'est bien ce qu'a précisé le chef de l'État dans son discours. C'est chacun qui va faire sa part en respectant, pour l'instant, ce qu'on a, et uniquement ce qu'on a, parce qu'il ne faut pas raconter des histoires aux Camerounais. Il n'y a pas un traitement à l'heure actuelle qui soit validé par la communauté scientifique. Il n'y a pas un vaccin à l'heure actuelle qui soit validé par la communauté scientifique. Les tests dont on parle, il y a 30% de faux positifs, il y a 30% de faux négatifs. C'est-à-dire un patient sur 3 testé, sous prétexte qu'on n'a pas pu toucher ou découvrir le virus, il sera négatif alors qu'il est positif. Donc même le test, comme le disait si justement le professeur Sobgui, ne suffit pas. Il faut un arsenal clinique, un arsenal thérapeutique, examiner le patient et suivre. Mais pour ne pas en arriver là, la seule mesure valable à l'heure actuelle qui est prônée par l'OMS, qui a été dit et redit et répété par le chef de l'État, c'est porter le masque, lavez-vous les mains régulièrement, les mesures de distanciation, notamment dans les manifestations, qu'elles soient dans les temples, qu'elles soient dans les églises, qu'elles soient dans différentes manifestations. Ne cédons pas à cette envie de faire comme s'il n'y avait rien. Prenons conscience que chacun d'entre nous peut, au niveau où il est, là où il est, participer à l'effort collectif qui va nous permettre de réduire la propagation de cette maladie en attendant qu'on trouve un traitement ou éventuellement un vaccin. Voilà, Albert Djembondé, nous allons mettre un terme à cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci au professeur Sobgui qui était là dans la première partie de cette édition de Scène de Presse. Il était en compagnie de Rabia Toula. Merci, monsieur, d'être venu, docteur Ahanda, Albert Djembondé. S'il fallait retenir une chose ce soir ou redire une chose ce soir, ce serait protégez-vous, protégeons-nous, restez chez vous et respectons les gestes barrières.